Bonjour à tous, merci d'être là. Je suis ravie d'accueillir pour cette étude de cas qui va être consacrée donc au grand méchant renard, cette joyeuse équipe qui est à mes côtés. Et voilà, on essaie d'être joyeux, merci. Et donc, notamment Benjamin Renner, donc, qui est le créateur du grand méchant renard. Sophie Bouet, qui est donc responsable des coproductions et des préachats des chaînes jeunesse de Canal+, qui a l'immense plaisir d'accompagner ce programme. Didier Brunner, donc, qui est producteur pour la société Folivari et qui, lui aussi, est un dénicheur de talents que vous connaissez depuis longtemps et qui, cette fois-ci, est là pour produire une des œuvres de Benjamin, mais on sait que ça n'est pas la seule dans les tiroirs. Et enfin, Jean Regnault, last but not least, notre scénariste bien-aimé, et qui donc, lui aussi, a travaillé sur ce programme, de même que sur d'autres programmes avec Didier et avec Benjamin. Voilà, donc on voulait commencer par vous présenter un petit peu la genèse du projet, parce que c'est intéressant de savoir comment les choses démarrent, notamment pour tous ceux qui aimeraient faire démarrer leur propre projet. C'est toujours intéressant de voir par où on passe. Donc on va essayer d'avoir une discussion un peu à bâton rompu avec les différents intervenants là-dessus. Et puis ensuite, dans un second temps, Benjamin, qui a préparé un certain nombre d'éléments, essaiera de vous montrer un petit peu toutes les étapes de création, en passant également par le dossier, par plein de choses en fait qui vont vous montrer comment on crée, comment on avance, comment on transforme une œuvre jusqu'à l'amener vers ce spécial. Juste une parenthèse, mais Benjamin y reviendra. Là, on va surtout se focaliser sur le grand méchant renard, qui est un des 26 minutes sur lequel ils ont travaillé, mais je vais vous le redire, mais en tout cas, on est sur une collection de 3 fois 26 minutes. On vous parlera un tout petit peu des deux autres, mais on va vraiment se consacrer sur l'étude de cas sur le grand méchant renard. Voilà. Alors, je tiens juste à préciser, on démarre un peu en retard. On va devoir finir à 16h pile, parce que je crois qu'il y a déjà des trains et des gens qui partent à cet horaire. Donc, on va essayer, c'est ma lourde tâche, de rester dans les temps. Il faut dire aussi qu'on se prend tout le retard de tous ceux qui ont fait, bien sûr, les choses avant. Hein, donc, c'est plus compliqué. Bref. Ceci étant, je me tourne vers mes camarades. Peut-être, donc, juste vous rappeler que c'est un 3 fois 26 minutes, que c'est, entre guillemets, une adaptation, puisque c'est une œuvre qui est une bande dessinée en 3 tomes. En tout cas, il y a 3 albums qui existent. Celui dont on va vous parler notamment aujourd'hui, Le Grand Méchant Renard, qui est édité chez Delcourt, a reçu quand même le Fauve Jeunesse au Festival d'Angoulême en janvier 2016. Donc, vous allez voir que ça participe évidemment de tout le travail qu'on va évoquer aujourd'hui. Et les 2 autres sont édités successivement également chez Delcourt et chez Vraoum pour le dernier tome. Voilà. Donc sur la jeunesse, peut-être Benjamin et puis Didier, puisque vous êtes les 2 protagonistes de la naissance de ce petit renard, et on verra que la naissance est un élément important, je crois, dans cette histoire. Comment ça démarre? Avec quoi? C'est moi? C'est toi. Ça démarre, disons que c'était juste après Ernest et Célestine, le long métrage que Didier avait produit et m'avait confié avec Vincent et Stéphane et Pic et André. Moi, j'avais envie de faire une sorte de break et j'avais envie de faire une bande dessinée pour justement raconter une histoire rapidement, parce que Ernest et Célestine, ça m'avait pris 5 ans de ma vie, et j'avais fait un calcul rapide de combien de films je pourrais faire dans ma vie à ce rythme-là, et du coup, on peut pas raconter beaucoup d'histoires. Du coup, je me suis dit, allez, peut-être une bande dessinée. Moi, il faut savoir aussi que j'avais fait les Beaux-Arts d'Angoulême, et que du coup, à l'origine, je m'étais plutôt destiné à la bande dessinée, quelque chose qui a changé en cours de chemin, mais qui, en tout cas, j'ai toujours eu un amour pour la bande dessinée, j'adore en lire, et c'est un bonheur. J'en ai toujours fait, même pendant la production de Ernest et Célestine. Et du coup, voilà, j'ai eu l'idée de faire ce film, cette bande dessinée, Le Grand Méchant Renard, que j'avais pas du tout l'intention de transformer en film d'animation à l'origine. Et fatalement, Didier me demandait régulièrement ce que je faisais en ce moment, et il avait cru comprendre que je faisais une bande dessinée, donc il m'avait forcé à ce que je la lui donne. Oui, on sait qu'il peut être très persuasif. Hein.
enfin, de manière très soft, hein, je veux dire, c'est bien passé. Et du coup, je lui ai passé l'album et il m'a dit, bah écoute, est-ce que ça te dit d'en faire un... je crois au début tu parlais d'un long métrage, enfin en tout cas un film quoi, sans préciser la durée. On a discuté. En pensant à un long métrage. En pensant à un long métrage, mais très vite on s'est mis d'accord sur le fait que la bande dessinée n'avait pas les épaules suffisantes pour en faire un long métrage quoi. Oui, oui. Je sais pas si tu veux enchaîner. Enchaîner. Donc Benjamin m'a envoyé par WeTransfer avant que ça soit publié la bande dessinée. J'avoue, je l'ai un peu harcelé. Et je l'ai lu et bien sûr j'ai pris un énorme plaisir à la lire et j'ai pris surtout un énorme plaisir à me dire que j'avais enfin un projet qu'on allait pouvoir développer avec Benjamin, en tout cas s'il l'acceptait. Et je lui ai proposé effectivement de partir sur un film. J'avoue qu'à l'époque, j'avais pas pour moi en tête un spécial. Mais Benjamin m'a clairement dit qu'il n'avait pas envie de repartir sur un projet long, qu'il avait envie de faire quelque chose de rapide, léger, qui ne lui boufferait pas trop de temps dans sa vie. Donc on s'est mis d'accord sur un spécial. Et à partir de là, on a commencé à travailler sur le développement, à préparer un dossier. Et je dois dire qu'en plus, ce spécial a eu un rôle fondateur et important dans ma vie de seconde de producteur, c'est que du coup, j'ai accéléré la création de Folivari avec mes associés pour pouvoir partir vraiment sur la production de ce projet. Et les choses se sont enclenchées de façon quasi automatique et magique. On a ensuite... proposé à Canal... Là, on est en août 2014, pour vous donner des repères temporels sur le temps de développement des projets. Oui, c'est en août 2014, et on est entré en production à peu près 6 mois ou 8 mois après, quoi, ce qui est particulièrement... je pense qu'on pourrait presque être dans le livre mondial des records. Donc, ce projet, on a commencé à le développer avec Benjamin. On a rencontré très vite Laurence Blavout et Sophie Bouet de Canal+, Sophie, qui nous ont dit clairement et sans détour qu'elles voulaient le faire et qu'il fallait surtout pas qu'on aille voir un autre diffuseur. Donc, comme c'est assez rare qu'on ait ce genre de réaction aussi rapide. On est rentré dans le bureau, on est sorti, on avait quasiment le contrat en main et on s'est dit, pendant qu'ils sont chauds, on va aller leur en proposer 2 autres. Donc j'ai demandé immédiatement à Benjamin, parce que je savais qu'il avait ces 2 BD, l'une que je connaissais, l'autre que je ne connaissais pas du tout, qu'il avait fait en cachette en 2011, en cachette de moi. Et donc on a fait passer à Sophie les 2 BD, et très rapidement on a pris la décision de faire une trilogie de 3 spéciaux. Donc, je dois dire que cette production s'est montée à la vitesse rare. Il y a deux projets que j'ai montés aussi vite que ça. C'est le 2e Kirikou et cette production. Et après, on est rentré dans le vif du sujet. Et on a commencé à travailler avec Benjamin. Il a fallu aller chercher quelques financements complémentaires. Ouais, je voudrais bien qu'on s'arrête 2 secondes là-dessus. Bien sûr, ça n'est pas ma casquette CNC qui parle. Néanmoins, c'est important de le dire, puisqu'on est aussi là pour parler un peu des formats et de l'industrie. Tu arrives au démarrage avec une proposition de spécial, puis une trilogie ou une collection de 3 spéciaux. C'est un format qui aujourd'hui est un peu plus en vogue. On sait qu'il y a une vraie demande des diffuseurs là-dessus, mais on s'en est un peu parlé. Ça reste des formats qui sont difficiles à financer parce qu'il n'y a évidemment pas les mêmes économies d'échelle que sur la série. Et en même temps, et en tout cas s'agissant de Folivari et de Benjamin, on sait qu'il y a de toute manière, et même de la part du diffuseur, une exigence très très forte qualitative qui se retranscrit évidemment dans des budgets qui sont assez
ambitieux. Donc, je voudrais peut-être entendre Sophie sur l'accompagnement, en tout cas, de ces spéciaux. Peut-être que sur les spéciaux, est-ce que vous en faites beaucoup, ce dont je ne suis pas sûre. Et puis, peut-être le modèle un tout petit peu particulier qu'il y a eu pour monter finalement et augmenter votre apport sur ce projet-là. Au préalable, en effet, comme vient de le dire Didier, moi j'avais reçu les bandes dessinées, la première étant Le bébé à livrer, et franchement, j'étais tordu de rire, c'est excessivement jubilatoire de lire une bande dessinée de cette qualité-là, qui était déjà presque, on sentait presque déjà l'animation. Alors est-ce que c'est parce que moi je lis beaucoup de bandes dessinées et que par ailleurs je suis l'animation, mais en tous les cas tout de suite ça m'a paru évident que ça pouvait directement découler sur une série, enfin en tous les cas sur un unitaire. Puis le grand méchant renard et Il faut sauver Noël, tout cela était relativement évident pour nous. Dès qu'on en a parlé avec Laurence, tout était déjà posé. Bon, évidemment, le fait que ce soit Benjamin qui avait déjà largement fait ses preuves, pas seulement en bande dessinée, mais également en animation. Bon, on va dire Didier aussi, un petit peu, quand même, tu as fait tes preuves, on va dire, dans le métier depuis longtemps. Donc c'est assez rassurant pour un diffuseur de se dire... jeune producteur, pourtant, à l'époque, rappelons-le. Bien entendu, jeune producteur Folivari. Donc on était, bien entendu, non seulement passionné par le projet de Benjamin, mais également enthousiaste parce qu'on savait que c'était porté par un producteur qui connaissait son boulot. Il y avait également un auteur de talent qui est à côté et qui allait accompagner cette adaptation de l'écrit à l'écran. Donc ça, c'était un peu pari gagné, si j'ose dire. Hein. Alors effectivement, tu parles du format. On a plus de séries que de format de 26 minutes, comme tu le disais, parce qu'en effet, ça coûte plus cher, étant donné même si moi je ne parle pas d'argent généralement, mais en tout cas, c'est plus cher. L'exposition n'est pas la même qu'une série. Enfin, bon, comme nous sommes des chaînes où on diffuse quotidiennement et du matin jusqu'au soir, il faut effectivement pouvoir remplir une grille. Mais on aime avoir de ce type de programme parce que, justement, il y a une particularité, il y a une qualité qui est défendue généralement, et puis, encore une fois, il y a un univers qui est un petit peu en marge de ce qu'on voit généralement. Et là, en plus, dans ces trois unitaires qui forment cette trilogie, des personnages naviguaient de l'un à l'autre des projets. Donc tout ça, ça ne pouvait que nous intéresser. Et puis avec en plus un accent un peu décalé, entre guillemets, même si certains n'aiment pas le mot décalé. Mais en tout cas, ça donnait en tout cas une autre dimension à l'animation. Donc tout ça paraissait évident. Après, je ne parlerai pas beaucoup d'argent, sauf à dire qu'en effet, nous avons investi un peu au-delà de ce que nous investissons généralement sur de l'unitaire, mais quand on sait que Benjamin est derrière et que Folivari et donc Didier est derrière, bien entendu, ça mérite quelques efforts. Et puis, soyons clairs, sur le budget, quand je parlais de qualité tout à l'heure, on sait aussi que ce genre de modèle économique n'est pas évident, mais c'est aussi, comme le rappelle Sophie, parce qu'il y a une équipe artistique qui va demander à faire beaucoup les choses à la maison. C'est-à-dire c'était la condition. Voilà. Mais d'ailleurs, quand on en avait parlé avec Benjamin, je lui avais vendu, sans savoir si je serais capable de tenir le pari, que tout se ferait à la maison, au studio. Donc, en fait, la production s'est faite vraiment comme une production de cinéma, c'est-à-dire que les animateurs, les coloristes, les décorateurs, tout était chez nous à Folivari, autour de Benjamin et de Patrick Imbert. Et c'était la condition absolument incontournable pour qu'on fasse cette collection de trois spéciaux. Et ça a évidemment occasionné quelques tourments et quelques turbulences pour monter le financement, mais qui nous a pas bouffé du temps. On a réussi, comme je le disais tout à l'heure, à monter ce financement d'une façon ultra rapide, parce que il y avait un vrai désir et une vraie envie autour de ce projet, à la fois de la part du Centre national du cinéma, dont on a bénéficié largement. On a eu la région Île-de-France à une hauteur tout à fait inhabituelle. Et on a par ailleurs un distributeur, Studio Canal, qui a aussi cassé la tirelire. Donc là, les conditions étaient réunies pour faire un programme où on devait tenir nos exigences, et je crois que après, tout ça, c'est dans les pattes de Benjamin.
Ce qui est intéressant quand même, hein, sur la synergie entre Studio Canal et Canal+, c'est pas toujours le cas de pouvoir avoir comme ça un lien fort, mais c'est vrai que quand c'est possible, ça donne une vraie ambition pour le projet. Là, en l'occurrence, alors on va pas s'apesantir là-dessus, mais on sait qu'il y a aussi une possibilité, en tout cas c'est comme ça que Studio Canal a pu rentrer là-dedans, d'aller vers un long métrage à partir des trois spéciaux. C'est-à-dire que, évidemment, moi, depuis le début, j'ai en tête que il est têtu, vous avez remarqué. Ce programme trouve un jour son chemin vers la salle, et c'est en train de se faire. Et la condition pour que ça puisse se faire, c'était qu'on soit chez le diffuseur et chez le distributeur qui ont un lien de famille qui allait pouvoir s'entendre et l'un et l'autre pour qu'à un moment, on décide que, avec ce problème de chronologie des médias, si on faisait un long métrage, on puisse faire la sortie en salle avant la diffusion sur l'antenne. Donc c'est vrai que le choix de Canal et de Studio Canal était aussi... il y avait une arrière-pensée, on va dire. Alors, revenons peut-être un petit peu, mais ça me semblait important d'évoquer quand même le contexte économique sur des projets qui restent assez particuliers à la télévision. Et au cours de ces discussions au chemin de la création, on essaie toujours d'explorer aussi un petit peu l'ensemble du spectre de ce qu'on peut faire en écriture. Là, revenons un peu à l'artistique. Sur l'idée de départ, on était sur un conte ou une fable. Je trouverais ça intéressant. Alors après, tu vas détailler sur l'ensemble des étapes, donc ne dévoile pas tout maintenant, mais je voudrais qu'on entende notamment Jean et toi-même sur le type de collaboration qu'il peut y avoir entre un auteur de BD qui a écrit, dessiné, sorti des bandes dessinées, et puis qui écrit, et puis un scénariste qui va jouer un peu les sparring partners par rapport à ça, parce que c'est un rôle qu'on n'entend pas toujours chez les scénaristes et que je trouve intéressant d'évoquer aujourd'hui. Moi, je viens de la bande dessinée, puisqu'au départ, j'ai écrit des bandes dessinées, et j'ai surtout coécrit des bandes dessinées, puisque j'ai fait 5 albums avec Émile Bravo, et nous écrivions l'histoire tous les deux. C'est lui qui dessinait, heureusement, sinon on n'en aurait pas vendu une seule, mais l'histoire, on l'écrivait vraiment tous les deux, en rebondissant. Quand l'un amenait un thème, l'autre le questionnait. Donc c'est un travail que je connais. Et c'est un peu dont tu es familier déjà. Ouais. Oui. Donc bon, là il s'agissait d'une, de deux, de trois bandes dessinées. Sur Le Grand Méchant Renard, j'ai pas du tout collaboré à l'écriture, mais j'étais le scénariste d'à côté, c'est-à-dire que je travaillais sur un autre projet. J'étais là, donc naturellement, Benjamin m'a montré les animatiques, m'a posé des questions. Ce qui montre quand même encore une fois que le fait de faire à la maison est intéressant parce que ça crée des synergies entre les différents métiers, que c'est rare d'avoir au fond un scénariste à demeure dans les studios qui est là. Et c'est vachement bien. Et je crois que ça, c'est... tous les producteurs à avoir un bureau pour les scénaristes. Même un petit bureau parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de place en fait. Il y a une personne qui applaudit, donc je ne suis pas le seul scénariste. On se retrouve après. Non, mais pour être le scénariste du bureau d'en face, il faut effectivement, bien sûr, déjà avoir un bureau. Benjamin, comment tu as vu un petit peu la collaboration avec Jean? Comment je définis notre relation avec Jean? Enfin, votre relation, ça te regarde, mais votre collaboration, si on veut dire. Rapport. Moi, c'était surtout un truc de retour, en fait, parce que j'ai une tendance quand j'écris l'histoire, je ne sais pas du tout ce que ça va... Enfin, c'est très subjectif, on manque beaucoup de recul. Du coup, Jean venait régulièrement, je lui demandais, est-ce que là, on comprend les intentions? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est bien ce que je voulais? Et puis, des fois aussi, c'est tout bête, mais quand on écrit une histoire et qu'on la montre à des gens, il y a des gens qui vont dire « ouais, ça fonctionne », alors que soi-même, on sent qu'il y a un truc quelque chose qui ne va pas, quoi, que ça ne fonctionne pas. Et du coup, j'insistais même auprès de gens, je disais non, mais moi je sens qu'il y a un truc qui vas-y, sois méchant, quoi, dis vraiment ce qui va pas. Et ça, j'avais pas trop de mal à dire ce que je pensais, mais c'est vrai que non, le souci c'est que Benjamin il a beaucoup de talent, donc il va faire une blague qui est tellement drôle que du coup il y a tout ce qui est avant et après qui va passer. Alors que bon, il faut parfois regarder, c'était l'image, les fameuses images, qu'est-ce qu'il y a sous le tapis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est caché et qui empêche l'histoire d'être vraiment fluide, surtout de respecter l'intention, parce qu'une histoire c'est une intention, qu'est-ce qu'on veut raconter? Voilà, donc le travail consiste à décortiquer, à bien analyser tout, comme un spectateur,
plus que comme un véritable script doctor. Ouais, mais un spectateur qui a quand même un petit peu aussi des réflexes, enfin, qui est capable de trouver des solutions à des problèmes ou d'en suggérer. En tout cas, dire un spectateur payé. Mais j'ai pas été payé sur Le Grand Méchant Renard. Hein, mais bon. Puis après, sur les 2 autres opus, j'ai eu aussi là, vraiment, c'est toujours de l'aide à l'écriture plus que du co-scénario. C'est-à-dire que j'ai beaucoup aidé Benjamin à écrire. Ça va aussi de la retranscription simplement scriptée de l'histoire qui permet d'avoir une autre vue, presque une vision 2D par rapport à une vision 3D. Chacun complète, enfin le script complète le storyboard, mais comme le disait Didier hier, la finalité, c'est quand même l'animatique, le storyboard animé, et c'est tout ce qu'on peut faire dans l'écriture ne sert qu'à ça, à nourrir ce storyboard. Puis aussi quand même de trouver des solutions narratives sur Le Grand Méchant Renard. En fait, j'étais assez confiant sur cette histoire parce que c'était assez frais, je savais comment on l'avait fait. Mais Un bébé à livrer, Il faut sauver Noël, c'était des histoires un peu particulières. Un bébé à livrer parce que c'était une bande dessinée qui était à la base destinée à mon frère qui allait avoir un bébé. Je voulais lui expliquer comment il avait eu son bébé, enfin en manière, comme une fable, quoi. Et du coup, c'était une succession de blagues que je faisais en improvisation. Donc, il n'y avait vraiment pas de quoi faire un film avec une narration. Donc, tu as été aussi là pour m'aider à trouver le fil et à un peu définir les personnages. Mais en plus, un bébé à livrer, moi j'y voyais une métaphore de ton travail. C'est-à-dire que tu avais vraiment toi aussi un bébé à livrer. Ouais. Et... Oui, ouais. Comment ça si. Tu avais 26 minutes à faire. Ah oui, ça, ouais. Oui, effectivement. Et Il faut sauver Noël, il y avait une autre problématique, c'était que l'histoire... j'étais un peu inquiet en la présentant quand Didier m'a dit allez, on va le faire. Je lui ai dit t'es sûr, parce que pour les chaînes de jeunesse ça va être bizarre, parce que la thématique c'est quand même un lapin et un canard qui broient un Père Noël en plastique et pensent avoir tué le Père Noël. Et du coup, et le cochon, qui est un personnage un petit peu plus raisonnable, leur explique que le Père Noël n'existe pas. J'espère avoir cassé aucun mythe dans cette salle. Mais du coup, c'était justement le problème, c'était est-ce qu'on dit aux spectateurs enfants, est-ce que le Père Noël existe ou pas? Et donc, il a fallu essayer de trouver quelque chose pour un petit peu adoucir, ou en tout cas... Contourner, ou laisser... Contourner, voilà. Enfin, donc la thématique reste dans le film, mais elle a été quand même un petit peu modifiée par rapport à l'album, qui était clairement là où on disait, on n'arrêtait pas de dire le Père Noël, le cochon passait toute la bande dessinée à dire le Père Noël n'existe pas, quoi. Donc alors juste arrêtons-nous 2 secondes sur cette histoire de public ou de cible, si on veut être un peu plus technique, mais je voudrais entendre Sophie là-dessus, parce que je crois que même si c'est programmé pour être diffusé dans les cases Télétoon, donc avec une cible disons 8-12, évidemment que le programme, vous l'avez envisagé bien plus large que ça, et que du coup votre intervention a aussi été peut-être un peu différente. Bien sûr, parce que la bande dessinée comme la série, enfin comme cette trilogie, de notre point de vue, s'adresse à tout le monde. Je veux dire elle est claire à comprendre. Alors évidemment, après il y a des degrés de lecture comme tous les bons programmes, j'ai envie de dire. Concernant Noël, personnellement, si on m'avait demandé uniquement à moi, j'aurais dit j'en ai rien à foutre de Noël, c'est de l'animation. Après tout, les enfants peuvent interpréter. Je veux dire, on peut tout faire dire dans une série d'animation. Mais tout de même, quand c'est une chaîne qui s'adresse particulièrement aux enfants, il faut garder quelques rêves, en tous les cas, surtout pour les parents d'ailleurs, parce que les enfants ne sont pas dupes, mais les parents le sont encore un peu peut-être, en tout cas. Et donc, il faut leur faire croire encore des choses. Donc, en effet, ça a été une petite réserve où on a dit, si on peut éviter, s'il peut y avoir un petit twist qui permet de préserver les 2-3 parents qui croient encore à ces conneries, faisons attention à eux. Voilà. C'est un peu la réserve, oui, effectivement, qu'on a émis. Tu prends position, hein, Bien, pour que tout ça soit plus concret, parce que voilà, justement, quand on commence à parler de cible, tout ça, je pense que vous avez tous envie de découvrir aussi un peu quel est le ton et un petit peu d'où on démarre. Je vais laisser Benjamin démarrer un petit peu sa présentation, et puis moi, je l'interromprai peut-être de temps en temps, mais sinon pas trop. T'hésites pas, hein, oui, si besoin. Du coup, oui, je réinsiste sur le fait je vais essentiellement parler du Grand Méchant Renard, parce que parler des 3 épisodes, ce serait un peu trop dense, je pense. Et du coup, on peut se concentrer juste sur un épisode. Et puis, d'autant plus que c'est l'épisode que j'ai réalisé. Il faut savoir que les 2 autres épisodes sont réalisés par Patrick Imbert. Donc moi, j'ai participé à l'écriture, mais c'est vraiment lui qui a pris en charge la réalisation.
Et donc, juste par rapport à cette petite trilogie, ces trois histoires que j'avais écrites il y a un certain temps. Donc, le Grand Méchant Renard, c'est le dernier. Il y a eu un bébé livré avant, qui était, comme je vous disais, une BD que j'avais fait pour mon frangin, pour lui expliquer patati patata. Et Il faut sauver Noël, même ça, c'était une idée de bande dessinée que j'avais eue il y a longtemps, puisque ça venait d'une anecdote du fait que je ne comprenais pas pourquoi il y avait des Pères Noël accrochés au balcon dans la rue, sachant qu'il y avait un Père Noël, je ne comprenais pas pourquoi il y avait des Pères Noël partout, et surtout pourquoi personne ne venait les aider, parce qu'ils avaient l'air manifestement coincés sur leur balcon, et ce sur quoi ma mère m'a dit t'en fais pas, celui-là c'est pas le vrai Père Noël, et ce qui n'a pas justifié le fait qu'on laissait un pauvre bougre coincé sur un balcon, mais en tout cas qui répondait en partie à ma question sur la multiplicité des faux et des vrais Père Noël. Et du coup, c'était des petites histoires que j'avais en tête, et je les ai mises en commun avec ces personnages-là, donc, qui sont des personnages de ferme que j'ai toujours utilisés depuis que je suis assez jeune, en fait, puisque ces personnages-là, je vais vous montrer un truc qui est vraiment pas beau, mais c'est juste pour vous montrer l'origine des personnages. Ça, c'est des dessins, en fait, que je faisais pour ma famille à Noël, pour leur expliquer pourquoi ils n'avaient pas de cadeau de Noël, en expliquant qu'en fait, le cadeau de Noël était passé dans un truc. Donc, c'était ces deux personnages-là qui venaient régulièrement expliquer que le Père Noël, le cadeau était passé, qu'il l'avait perdu ou oublié. Et en gros, c'est des personnages que j'ai traînés avec moi depuis mes 12-13 ans, quoi, et que j'ai toujours dessiné en partie pour ma famille. Et donc, il y a tout cet univers comme ça qui s'est créé autour de ces petits personnages de ferme, un peu dans la logique des contes du chat perché, en fait, où on a plusieurs contes, comme ça, on reprend toujours les mêmes personnages, on va pouvoir raconter un peu ce qu'on veut, en se focalisant sur celui-ci ou celui-là, ou sur chaque histoire chaque personnage peut avoir une histoire à lui tout seul. Et ils habitent tous dans une ferme qui est une sorte de métaphore d'un petit village. La forêt permet d'avoir aussi un autre univers un peu plus lointain, et on peut s'amuser avec tout cet univers, quoi. Et donc, quand j'ai écrit la BD du Grand Méchant Renard, à la base, l'écriture, elle s'est basée uniquement sur à nouveau un souvenir d'enfance. Donc ça, c'est effet retour en arrière nostalgique. C'est donc moi, quand j'étais petit, avec mon père, donc je me dessine en cochon, voilà, c'est dit, c'est fait. Et en fait, on se promenait dans une ferme, je devais avoir 6-7 ans, et il m'a fait découvrir une couveuse. Et il me disait que les poussins allaient sortir. Et du coup, moi, je voulais absolument voir les poussins sortir de l'œuf. Et là, il se rendait compte qu'il avait fait une bêtise, parce qu'on ne savait pas quand est-ce qu'il allait sortir. Il m'a dit, écoute, si tu restes, les poussins, tu vas devoir t'en occuper. En fait, la première personne qu'ils vont voir, ils vont penser que c'est leur mère. Et du coup, tu vas devoir t'en occuper, tu vas devoir les éduquer, les biberonner, et ainsi de suite. Donc moi, ça m'avait pas mal marqué, en fait, cette anecdote. Je comprenais pas que ce soit possible. Puis surtout, je me sentais pas à 7 ans la responsabilité d'être une mère célibataire. Je trouvais que c'était un peu tôt. Mais par contre, l'anecdote m'est vraiment restée en tête, quoi. C'est-à-dire que je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce qui se passe si ça arrive en vrai, qu'un humain se retrouve au moment de l'éclosion de poussins, quoi. Et surtout, la grande question, c'est de savoir, est-ce que c'est l'humain qui va apprendre aux poussins à se comporter comme des poules, ou est-ce que ça allait être les poules qui allaient commencer à se comporter comme des humains? Et d'autant plus, donc ça c'est une anecdote que j'avais en tête depuis que j'étais tout petit, et qui s'est en plus travaillé plus tard avec plein de situations où, par exemple, ça c'est un husky qui a été élevé par un chat. J'ai découvert que c'était quelque chose qui était assez récurrent dans le monde animal, que ça arrivait pour de vrai, en fait. Et donc je vous laisse constater de la chose. Et il y a d'autres, ça c'est un rhinocéros qui a été élevé par une chèvre pour une autre... Et du coup, ça m'avait beaucoup marqué. Ça continue. Du coup, c'est quelque chose qui est présent dans le monde animal et que je voulais traiter dans le Grand Méchant Renard, en partant du principe de qu'est-ce qui se passerait si un renard, justement, la personne qui doit manger des poussins, qu'est-ce qu'il ferait qu'est-ce qui se passerait s'il se retrouvait avec des poussins. Donc ça, c'est la manière dont j'ai créé le Grand Méchant Renard, et qui s'est aussi un petit peu développé par la suite, encore une fois avec une sorte de souvenir, plus un sentiment d'adolescence. Donc ça, c'est moi, adolescent, où j'étais clairement pas quelqu'un de très charismatique, et je souffrais beaucoup de justement qu'il y ait d'autres
garçons dans le collège, tout ça, qui étaient beaucoup plus cool que moi, et moi j'arrivais pas du tout à l'être. J'ai essayé d'avoir des tentatives, mais je sentais que je rentrais dans un rôle qui n'était pas du tout le mien, et que ça finissait évidemment en catastrophe, quoi. Et du coup, c'est à partir de ces deux idées que j'ai voulu raconter l'histoire du grand méchant renard. En fait, ces deux souvenirs ou sensations d'émotion se sont un peu complétés pour créer ce personnage du renard, justement, qui est un renard qui est... En fait, quand on pense à un renard, on lui attribue automatiquement une sorte de préjugé, à savoir qu'il va être rusé, intelligent, qu'il va être malin, plus malin que tout le monde. Et c'est comme ça que j'ai créé ce renard qui allait être justement complètement idiot et qui a aucun pouvoir de charisme et qui n'arrive pas à faire peur et qui n'arrive pas à faire peur à les poussins et qui va du coup se retrouver dans la situation, il va élever des poussins pour pouvoir les manger. Donc en gros, oui, je résume un peu l'histoire du grand méchant renard parce qu'on n'en a pas parlé depuis le début, mais l'histoire du grand méchant renard, c'est donc un renard qui essaye de manger une poule, mais à chaque fois qu'il va essayer de la manger, elle lui casse la gueule parce qu'il est beaucoup trop faible pour la manger, quoi. Et ce qui fait qu'il a une réputation vraiment du renard le plus pathétique de la forêt. Et il y a son pote le loup qui lui dit mais ce que tu pourrais faire, tu pourrais prendre des œufs et les élever pour... J'y reviendrai un peu plus tard, mais en gros, tu pourrais élever des poussins pour pouvoir les manger, ce sera plus simple. Donc, je vais vous parler un petit peu de comment j'ai écrit l'album. Donc, à partir juste de ces deux idées, comment j'ai commencé à développer l'histoire. Ça, c'est les premiers croquis que j'ai faits sur le renard, donc pour commencer à définir un petit peu à quoi ressemblerait l'univers. Et c'était assez clair pour moi, parce que j'ai toujours eu cette technique d'aquarelle assez jetée et spontanée, que j'aime beaucoup traîner. Et ça, c'est c'est la manière dont j'écris l'histoire. Parce qu'il y a quelque chose qui est important de savoir, pour moi en tout cas personnellement, c'est une méthode qui m'est très personnelle, donc je ne peux pas vous dire appliquez-la, c'est pas du tout le principe, mais juste vous dire en tout cas que j'écris pas de script, j'y arrive pas en fait. J'ai beau essayer, chaque fois que j'écris un script, il n'y a rien de convaincant dedans. Donc je passe toujours par le dessin et avec ces tout petits crobards comme ça, pour essayer de raconter... Ça nous rappelle quelques discussions d'hier soir, me semble-t-il. Où j'étais pas là, du coup, je sais pas si je commets des impairs. Non, tu es très cohérent, puisque c'était tes deux co-réalisateurs, en l'occurrence, sur Ernest et Célestine, le long métrage, qui montraient aussi ce type de matériaux pour leur programme. Et en tout cas, le principe dans cette écriture, on ne le voit pas très bien ici, mais c'est bourré de... En fait, il y a plein de petites scènes. C'est-à-dire que je crée plein de petites scènes comme des petites bulles que j'allais petit à petit commencer à assembler les unes avec les autres et qui me permettaient, moi, de comprendre la trame narrative complète de l'histoire. Et donc là, par exemple, on a un exemple d'une scène. Des fois, je note juste une réplique parce qu'elle me fait rire, en fait, parce que je la trouve marrante, même si j'ai aucune idée de quand est-ce qu'elle va se placer. Et puis, en relisant les notes, je me dis, tiens, celle-là, elle se placerait bien ici. Après, il y a plein de notes qui deviennent complètement hors contexte au fur et à mesure de la manière dont l'histoire va se mettre en place. Mais en tout cas, voilà, ça se développe petit à petit comme ça. Et après, dans un second temps, j'ai commencé à mettre en scène la bande dessinée de manière un peu plus concrète. Donc à gauche, vous voyez une sorte de storyboard de la bande dessinée, où je la fais très rapidement, où je commence à voir un petit peu à quoi ça doit ressembler, et comment je vais découper la bande dessinée. Et à droite, la bande dessinée finale. Et donc dans ce processus-là, là, je vous montre par exemple deux planches qui ont sauté au montage en fait. C'est-à-dire que c'était des planches que j'avais prévu initialement de mettre dans la bande dessinée, mais qui ne trouvaient pas leur place dans l'histoire parce que ça la rallongeait trop. Enfin, finalement, il y a comme une petite sensation de faire plein de rush et puis d'arriver à un moment où on fait le montage et on coupe. Mais c'est une étape où on dessine très très vite. C'est-à-dire on fait plein de trucs pour essayer de trouver le ton. Ça, j'étais un peu déçu de la mettre parce que j'aimais bien cette scène où le renard essaie de faire manger ses poussins, mais qu'en même temps il n'y arrive pas parce qu'il n'arrive pas à trouver l'ingrédient que les poussins aiment manger. Mais en même temps, ça posait trop de problèmes par rapport à une autre cohérence que j'avais mis en place dans l'histoire. Donc voilà. Et donc je reviens un petit peu rapidement sur l'histoire pour vous la raconter, que vous puissiez voir un peu l'ensemble, parce que je vais rentrer un petit peu dans les détails de scène, donc c'est bien que vous ayez une vue d'ensemble de l'histoire. Donc le renard, il essaie de manger des poules et comme vous pouvez voir, il n'y arrive pas. Et donc le loup va lui dire qu'il lui est le personnage le plus terrifiant de la forêt, tout le monde a peur de lui, et lui ne peut pas rentrer dans la ferme. Alors que le renard, lui, il peut rentrer, tout le monde s'en fout. Il va lui dire, ce que tu peux faire, c'est que tu peux voler des œufs. Comme ça, tu pourras les couver, les faire éclore, et ensuite, tu auras des poussins que tu pourras terrifier et manger quand ils sont gros et gras. Et donc, le renard s'exécute. Il va voler les œufs, et puis il couvre les poussins. Et malheureusement, à sa grande surprise, au moment où il pensait terrifier les poussins considèrent le renard comme leur maman, donc ils l'adorent plus que tout au monde. Donc il se retrouve dans cette situation assez ambiguë où il doit élever des enfants qu'il aime plus que tout au monde, mais il doit leur faire comprendre qu'un jour il les mangera, qui est une situation que je ne vous souhaite pas de vivre un jour, parce que ce serait
très étrange comme truc. Mais il va du coup se subir plus que vraiment faire peur à ses poussins, quoi. Il va être complètement dans... En fait, ce qui est aussi très lié à moi, mon expérience personnelle avec mes neveux, où j'ai jamais réussi à avoir la moindre brindille d'autorité avec eux. Et du coup, c'est très lié à ça, et toute la bande dessinée était parsemée d'anecdotes de ce que j'ai pu vivre avec mes neveux, à part le fait que j'essayais de les manger, qui était vraiment quelque chose que j'ai jamais fait. Et donc, dans l'histoire, il va raconter l'histoire du grand méchant renard. Il va remarquer que la seule manière de faire peur aux poussins, c'est de leur parler du grand méchant renard, comme un conte, comme on raconterait une histoire qui fait peur à des enfants. Et les poussins ont peur du grand méchant renard. Seulement, par la suite, en fait, ils vont comprendre que le grand méchant renard, c'est leur mère. Donc, ils vont penser qu'eux-mêmes sont des renards et qu'ils sont faits pour manger des poussins. Ce qui, du coup, vrille un peu leur cerveau. Et quoi qu'il arrive, le temps passant, le renard se met de plus en plus à aimer les poussins et à s'entendre bien avec eux, ne plus avoir aucune envie de les manger. Seulement le loup, lui, n'a toujours l'intention de manger les poussins. Donc le renard va devoir s'enfuir dans le seul endroit où il sait que le loup ne viendra pas mettre les pieds. C'est-à-dire qu'il va retourner dans la ferme, mais il va se dissimuler sous la forme d'une poule et il va se retrouver peut-être presque plus en danger parce qu'il va retrouver la mère des poussins qui n'est pas au courant que ce sont ses poussins qui sont là parce que ses poussins se sont fait voler. Ouais, et il se transforme en une mère poule. Ça devient un peu tordu comme histoire. Je vous assure que ça fait beaucoup plus de sens quand on lit la BD que là ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer. Hein. Et il s'engueule avec ses poussins qui, eux, étant dans une basse-cour, se considèrent toujours comme des renards. Donc, ils essayent de bouffer les autres poussins de la ferme. Et les poussins, en plus, considèrent que leur mère est devenue une poule, ce qui est la chose la plus répugnante au monde, quoi, enfin la plus humiliante au monde. Et ils s'enfuient de la ferme pour aller retrouver le loup, qui finalement est le personnage le plus cool de l'histoire, sans prendre conscience que le loup a l'intention de les manger. Donc... Bon, je vous passe rapidement la suite. Hein. Le renard va venir les sauver. Enfin, c'est pas lui qui va les sauver. En fait, c'est plus la poule qui se transforme en une sorte de giga-poule qui va donc. Enfin, là, je rentre trop dans les détails, mais en gros, ça se finit bien. Et le renard explique donc au poussin qu'il qu'il avait menti depuis tout le temps, et que. Au final, les poussins se retrouvent avec un peu comme deux mamans, c'est-à-dire qu'ils ont une maman renard et une maman poule. Et il y a une sorte de compromis qui se fait, comme quoi le renard servira de professeur en fait, pour apprendre aux poules à se battre contre les renards. Il sert de cobaye dans l'histoire. Et ils peuvent vivre tous ensemble en harmonie, dans une harmonie toute relative. Bon voilà, je vous ai fait un petit peu dans les grandes lignes l'histoire. Ce que je peux vous dire juste très rapidement, c'est qu'en fait, pendant longtemps, j'ai aussi envisagé plein d'autres pistes. Ça, c'était une piste au tout début où j'envisageais parce que ça m'amusait pas mal, le fait que le loup aussi ait des enfants et qu'il se retrouve dans des situations. Parce que juste, j'avais l'idée de la scène où comment le renard gère le fait que ses enfants veulent jouer avec des loups, sachant que les loups, ils n'ont qu'une seule intention, c'est de bouffer ses enfants. Enfin voilà, il y avait plein d'espèces de situations un peu chaotiques comme ça que je trouvais intéressantes à mettre en scène. Notamment l'idée d'un goûter que le loup insiste beaucoup pour inviter le renard à goûter avec ses enfants. Et il y avait même, à l'origine, j'avais l'intention que le renard, pendant toute l'histoire, ait vraiment l'intention de manger qu'il avait un problème de faim et qu'il essaie de manger les poussins à la fin. Enfin, j'ai vraiment étudié toutes les possibilités, tout ça juste pour dire qu'une histoire se fiche pas en un seul coup, quoi. C'est une fois qu'elle est finie, on se dit qu'il y avait une évidence, quand elle est bonne en l'occurrence aussi. Enfin, je dis pas qu'elle est bonne, enfin, je sais pas si elle est bonne, j'ai pas trop de recul pour ça, mais en tout cas, quand on en est content, on se dit c'était ça l'évidence, mais que c'est passé par des milliards de chemins qui peuvent être vraiment partir presque à l'opposé. Et ça, je sais que c'est aussi quelque chose qui m'avait marqué en découvrant les making-of de Pixar. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir certains making-of, notamment de Monstres et compagnie, où on voit à quel point les rôles sont changés dans les premières versions d'Animatic. Je pense surtout à Monstres et compagnie, parce qu'à l'origine, les rôles, enfin je ne sais pas si vous connaissez forcément ce film, c'est complètement idiot comme remarque, mais à la base, le gros monstre bleu avait le rôle du petit monstre vert, c'est-à-dire qu'il était complètement timide, et l'autre était le mec le plus populaire et on voit une Animatic avec cette version-là, et on se dit c'est fou comment en fait ça passe par des milliards de chemins jusqu'à ce qu'on trouve la bonne histoire, quoi. Tout ça pour dire du coup que je suis arrivé au final à la bande dessinée
que j'ai écrite. Et donc je vais aborder à présent la question de l'adaptation. Ça vous va, enfin, ou On est bon. Je crois que les gens rigolent, tout ça, ça se passe bien. Donc l'adaptation en album, d'un album en animation, c'est toujours une problématique qui est assez particulière. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné parce que je suis un très grand fan de bande dessinée. Je me suis toujours posé la question est-ce que ça a de l'intérêt, comment on le fait, et ainsi de suite. Et j'ai toujours une mise en scène dans la bande dessinée qui était assez proche d'auteurs que j'admire énormément, notamment Manu Larsenet, qui est vraiment un auteur que j'adore et qui fonctionne presque avec des espèces de petites scénettes de théâtre, comme ça, avec où le décor reste toujours le même et on joue juste sur les personnages, sur les dialogues. Vous pouvez voir un petit détail tout bête, mais je ne peux pas montrer avec la souris, mais rien que le fait aussi que les bulles soient séparées, je trouve que ça apporte énormément en termes de rythme dans la façon de lire les dialogues, c'est-à-dire qu'il force le lecteur à faire une pause dans le dialogue. Vous voyez sur la deuxième case où le personnage dit ça en 2 temps plutôt qu'un seul texte. Et ça, c'est tout bête, mais c'est plein de trucs. Comment on traduit ça en animation? Est-ce que ça va être dans la manière de le dire? Enfin, c'est vraiment des questions qui sont intéressantes de comment on va transmettre ça, et est-ce que ça a de l'intérêt de le transmettre, enfin de le traduire. Là après aussi, il y avait la question de savoir comment on traduit une bande dessinée qui n'avait pas de cases, et donc où il n'y avait pas vraiment de mise en scène. Moi, je suis un grand admirateur de Sampé et de aussi ses auteurs Chikou Chikou, qui est une bande dessinée qui avait été éditée chez Delcourt, avec ce principe comme ça de ne jamais avoir de cases, et que j'avais repris dans la bande dessinée. Donc comment on adapte ça? Au début, dans les décors, j'ai essayé d'être dans cette logique-là, donc d'avoir des décors complètement ouverts, presque vignettés, très illustration. J'avais commencé à faire quelques petits tests d'animation pour voir un petit peu comment le rendu allait avoir lieu. Et très vite, je me suis rendu compte que finalement, ce problème de vignettage, ça allait vraiment causer un problème vis-à-vis de la mise en scène. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus bloquant. Je l'avais déjà abordé sur Ernest et Célestine, du fait que Ernest et Célestine était un livre pour enfants très vignetté, comme ça, où tout n'est pas dessiné, et qu'en fait, ça amène des contraintes de mise en scène très particulières et pas évidentes à gérer. Et du coup, je suis reparti avec l'équipe de Ernest et Célestine, à savoir Zik et Zaza que vous avez vu ce matin, qui sont à droite, et à gauche Patrick Humbert, qui était le chef animateur de Ernest et Célestine. Et on a commencé à réfléchir un petit peu ensemble, et au final j'ai demandé pour les décors en tout cas d'oublier un peu cette idée de vignettage et de rentrer vraiment dedans, parce que ça aide vraiment quand même beaucoup plus à l'immersion dans l'histoire. Et ils ont fait un travail assez fabuleux, parce qu'il faut savoir que dans ce que vous voyez ici, tout est fait sur ordinateur. C'est des textures qui sont scannées, évidemment, mais en tout cas, il n'y a pas eu de dessin, scanné. Donc on était quand même dans une logique finalement de série, c'est-à-dire qu'on devait aller assez vite et trouver des solutions pour que ça marche le mieux possible, mais tout en gardant ce côté complètement spontané du dessin aquarellé. Donc on a cherché toutes les ambiances, on a beaucoup travaillé sur les saisons, surtout, qui étaient très importantes pour moi dans le Grand Méchant Renard, parce que ça traduisait beaucoup le temps qui passe, et tout en gardant aussi cette logique un petit peu économique de trouver comment on allait exploiter au mieux un seul et même décor en fonction des saisons. Donc ça a été vraiment un travail assez fabuleux que Zik et Marisa ont fait sur les décors, pour justement retranscrire l'esprit de la bande dessinée, tout en lui apportant quelque chose vraiment en plus pour l'immersion dans l'histoire, quoi. Je peux vous montrer rapidement, je vais essayer de passer assez rapidement sur toutes ces choses-là, mais sur toutes les étapes ensuite, en ce qui concerne le prédécoupage, le layout et ainsi de suite. Donc, une fois que les décors sont un petit peu mis en place, moi j'avais fait un petit prédécoupage qui sert aussi à Marisa et Zik de savoir comment les décors, à quoi ressemblent les décors. Attendez, je vais couper le son. Hop. Et qui passe ensuite par une phase, une fois que les décors sont faits, je repasse moi dessus pour affiner où est-ce qu'on met les personnages, leur visage, à quoi ils ressemblent, pour dessiner un petit peu plus précisément presque le clean des personnages. Parce qu'il faut savoir, par exemple sur ce film, que les personnages sont jamais vus de face. En fait, il y a toujours un code graphique pour qu'ils soient toujours de 3/4. Donc c'est assez particulier, et surtout les animateurs, il faut vraiment leur indiquer tous ces codes-là. Et il n'y a presque que moi qui pouvais le faire, en fait. C'était tellement long d'expliquer à un artiste pour les dessins, tu dois vraiment les dessiner comme ça, que j'ai dû faire tout ce qui était layout des personnages pour qu'ils puissent connaître tous les codes du film sans se préoccuper trop de comment le faire. Et ensuite l'animation qui a été faite sur Flash, une animation, donc comme sur Ernest et Célestine, une animation Flash au trait traditionnel, et la colorisation qui venait par la suite. Ce qui est assez rare quand même.
Sur ce principe-là, c'est pas si... De faire de l'animation traditionnelle. Enfin, non, mais avec vraiment une décomposition, c'est quelque chose que toi tu as fait régulièrement. Mais oui, après c'est vraiment très lié à ma technique d'animation qu'on a réussi. Il y avait vraiment une logique aussi sur la production d'optimiser tout ce qu'on avait fait sur Ernest et Célestine, parce que quand on fait une production, forcément on se dit si on la refaisait, mais on fera tellement d'économies on pourrait tellement aller plus vite, mieux réfléchir les choses, et Didier ne dit rien. D'ailleurs, c'est Thibaut Ruby qui était directeur de production sur Ernest et Célestine, qui a travaillé avec l'équipe du Grand Méchant Renard à mettre en place le pipeline pour le Grand Méchant Renard. Oui, donc on a réappliqué encore les mêmes principes. La méthodologie d'Ernest et Célestine. Ouais. Et là, je peux vous montrer aussi donc, le layout comparé à l'animation finale, pour vous montrer qu'au niveau du storyboard et du layout, on était très très précis. Aussi, encore une fois, pour une question de gain de temps. Et puis, encore une fois, aussi pour les questions de code graphique, pour être sûr que les animateurs sachent exactement comment dessiner les personnages avec tous les codes graphiques qui sont dedans. Et donc là, c'est une scène avec le renard qui découvre les poussins. Et vous pouvez voir vraiment que le storyboard en haut à droite est presque au même rythme que ce qu'on a sur l'animation. Moi, c'est une logique que j'ai au niveau du storyboard, de vraiment être très 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 proche du résultat final. C'est une manière aussi, quand on rentre dans une production qui est un petit peu dense, de pouvoir s'assurer que qu'on va pouvoir avancer de manière... qu'on va pas se préoccuper sur des questions techniques et que toutes les intentions sont traduites dans le storyboard. Je passe rapidement sur les questions de comment on a fait... Ça, c'est... la colorisation qui a été faite sur Flash et comment on a rajouté un très léger effet d'aquarelle sur les dessins pour pouvoir mieux les intégrer sur les décors, pour avoir cette sensation un petit peu de dessin aquarellé. Je vous montre un autre exemple là où ça c'est donc un dessin fait sur Flash. Je parle du personnage uniquement, bien évidemment, et là comment il est retransmis, comment la texture joue sur le personnage pour l'intégrer dans le décor. Donc voilà, ça c'était un petit passage rapide sur comment on a fabriqué le film. Évidemment, si vous aurez des questions par la suite, n'hésitez pas à en poser. Mais je pensais maintenant commencer à discuter sur... je voulais vous montrer quelques scènes dans la bande dessinée et expliquer comment je les ai adaptées en animation, en fait, toutes les problématiques qui sont posées. Donc, oui, si tu veux là... J'ai tout ça, ouais. On en discutait tout à l'heure, un peu de manière pédagogique pour les étudiants ou même les réalisateurs qui voudraient faire des films, sur la manière de faire un dossier du CNC, justement, comment on a fait le dossier avant de partir sur ces questions-là. Rapidement, mais c'est parce qu'on avait ces débats-là hier et je crois que c'est important justement de montrer différentes formes et en tout cas différents exemples que peuvent avoir les dossiers qu'on envoie au CNC ou ailleurs d'ailleurs. Puisque Benjamin et Didier ont fait des choix qui leur étaient propres, qui correspondaient à leur projet. Et ils ne se sont pas demandé ce que voulait la commission, mais quel était le meilleur moyen de convaincre avec le matériau qu'ils avaient. Donc je trouvais ça intéressant juste de préciser ce que vous aviez mis dedans, et si tu as juste 2-3... Ouais, je vous ai ramené... En fait, parce que le principe était assez simple, puisque pour le dossier, là, vous pouvez voir à gauche, il y avait le classique petit pitch très rapide pour un peu présenter le dossier et juste avoir une introduction au dossier assez simple. Et finalement, tout ce qui était de la note d'intention graphique et ainsi de suite, je l'avais fait en bande dessinée. Notamment parce qu'en fait, j'ai remarqué que je ne sais pas écrire des textes. En fait, je sens que quand j'écris le texte, c'est vraiment ennuyeux à mourir. Et que moi, une des meilleures manières que j'ai de... N'exagérons pas. Non, mais moi je pense que c'est ça, mais après je ne m'en rends pas compte. Mais en tout cas, je suis beaucoup plus à l'aise pour transmettre quelque chose avec le dessin. Et du coup, j'avais fait une petite note d'intention qui résume donc toutes les intentions du projet. Donc vous pouvez voir même là, en bas de la page, la petite anecdote par rapport à mon père que j'avais expliqué dans la note d'intention. On retrouve les dessins que je vous ai montrés tout à l'heure. Et ensuite, j'intègre dans cette bande dessinée comment les personnages, et ainsi de suite. Et c'est tout bête, mais ça permet vraiment d'introduire, malheureusement là c'est trop petit pour qu'on voit les textes, mais le rôle du renard aussi, le cochon, donc, qui est censé être moi, présente le renard comme
qu'il fallait, alors je sais plus ce que j'avais écrit, mais qu'en gros le renard est un personnage qui est dans l'histoire et qu'il est complètement idiot, chétif, et le renard sur la vignette se vexe en fait que le cochon dise ça. Et pour commencer aussi un petit peu à instaurer quels vont être les rapports entre les personnages et de la connivence avec celui qui lit quand même aussi. Ouais, en fait c'est une manière de parler directement à l'oral à quelqu'un, quoi. On s'adresse directement à lui. Après je suis pas en train de dire qu'il faut faire des bandes dessinées au CNC pour dans les dossiers, mais en tout cas je pense qu'il ne faut pas se priver d'utiliser la meilleure manière qu'on a de transmettre quelque chose pour le faire, et qu'en fait c'est avant tout de dialoguer avec quelqu'un et de lui expliquer comme si la personne était en face. Et qu'en fait expliquer comment va être fait son film, c'est comme raconter une histoire finalement. Enfin, il n'y a pas tant de différence que ça, et qu'il faut vraiment savoir que l'attention elle va se perdre à certains moments, qu'il faut vraiment rester concentré. Et donc voilà, bon, après ça c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres, mais je pense on n'est pas obligé de faire comme ça non plus. Non, puis surtout, ce qui est évidemment intéressant pour les gens de la commission, c'est qu'en fait, on raconte une histoire avec un casting. C'est-à-dire que les personnages sont créés, on les voit dans des situations de jeu, et on voit que l'histoire a été écrite pour ces personnages et qu'elle fonctionne avec ces personnages. Et je pense que c'est même fondamental quand on présente un projet d'animation, puisqu'on n'a pas d'acteur à donner en référence, on n'a pas un casting d'acteurs en tête, et par contre il y a déjà les personnages que l'auteur et le réalisateur ont en tête, et que ces personnages soient non seulement décrits mais dessinés. Et je trouve que ça sur un projet comme Le Grand Méchant Renard, c'était un plus considérable pour faire comprendre ce qu'on voulait faire sur ce projet, quoi. Et avec toute leur expressivité, c'est-à-dire aussi une palette déjà de ce qui pouvait être leur rôle. Puis il y avait un petit test d'anime, si je ne m'abuse. Ouais, le petit test d'anime qu'on a vu au début, qui était aussi présent dans le truc. Ouais, Ce qu'il faut peut-être aussi spécifier, c'est que là, c'est un projet qui est quand même assez atypique, dans le sens où Benjamin est en même temps l'auteur de la bande dessinée et en même temps va être le réalisateur d'un des épisodes de cette trilogie. Donc bien sûr, quand le dossier arrive tant au CNC que dans les chaînes, il y a un préalable qui est la bande dessinée. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. On a pas mal d'adaptations littéraires qui arrivent chez nous, comme au CNC du reste, et qui sont des auteurs qui ont fait une bande dessinée très bien, et c'est un producteur qui prend la bande dessinée et qui dit je vais faire une adaptation avec tel ou tel ou tel réalisateur et tel ou tel ou tel auteur. C'est pas du tout la même configuration. Ici, effectivement, il se trouve que celui qui a écrit la bande dessinée va porter en partie, ou tout ou partie, le projet jusqu'à la réalisation. Donc il peut effectivement se permettre de se dire, moi je m'appuie sur de l'existant, c'est-à-dire ce que j'ai fait en bande dessinée, et il y aura des modifications dont je vous parle immédiatement, qui seront dans le délai ou l'extension de la bande dessinée, est-ce que ce sera plus court, plus long, etc. Voilà. Mais c'est lui qui va être entre guillemets, le chef d'orchestre. C'est pas du tout pareil quand on part d'une adaptation d'une bande dessinée, mais dont le créateur n'est pas dans la continuité du projet. C'est important de le signifier. Mais encore une fois, pour être précis, ce que vous voyez là, il n'y a pas que des cases ou en tout cas du matériau d'origine de la bande dessinée. Il y a aussi cette note d'intention mise en image avec des dessins pour cette note d'intention qui ont été faits. Donc voilà, c'est parce que c'est vrai qu'en tout cas pour ce qui relève du CNC, en tout cas le dispositif du fonds innovation auquel le projet était destiné pour sa phase de développement, évidemment le fonds innovation il est intéressé par le travail d'adaptation et non pas forcément seulement le potentiel de l'œuvre d'origine, quelle que soit au fond sa qualité, parce qu'il a à cœur d'accompagner et de la création originale, et quand il s'agit d'adaptation, des adaptations qui aient un vrai propos, et en tout cas c'est ça que la commission va regarder. Donc Benjamin, ce qu'il avait très bien réussi à faire dans le dossier, c'est effectivement à la fois d'avoir un matériau d'origine et de le revendiquer, mais aussi de déjà montrer toutes les pistes et un certain nombre de choix qui allaient préexister pour l'adaptation. Et c'est en ça que je pense qu'il a réussi à convaincre la commission d'y aller.
au-delà de la mise en forme, qui est évidemment importante parce que, pour en avoir lu un certain nombre, il y a un phénomène de multi-entrée dans un dossier qui est très intéressant parce qu'on peut le prendre par un bout, par un autre, et puis c'est toutes ces petites choses qu'on nous donne qui sont celles d'un work in progress, qu'on assemble et qui finit par former un tout cohérent ou pas. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'on arrive à s'imaginer un peu à quoi va pouvoir ressembler le projet. Et ça, cette multi-entrée-là dans un dossier, quand elle est réussie, elle est vraiment intéressante. C'est bon? D'accord. Du coup, je reviens sur le commentaire de l'adaptation bande dessinée animation. Donc, je vous montre juste quelques scènes. J'ai 3 scènes à commenter, peut-être qu'on fera plus court. Enfin, je ne me rends pas compte par rapport au temps. Vous n'hésitez pas à me dire si je dois m'arrêter. Donc ça, c'est une scène qui a lieu au début de la bande dessinée, quand justement le renard va aller voler les œufs. Ça, c'est la bande dessinée, hein, et qui donc va essayer de faire ça discrètement. Et c'était une scène que dans la bande dessinée, je trouvais un tout petit peu ratée, parce que je sentais que je m'étais vraiment laissé aller au côté animation de la scène, et que ça marchait pas très bien en termes d'humour. C'est-à-dire que ça fait une planche entière juste pour raconter comment le renard essaie de soulever la poule mais qu'il n'y arrive pas. Et justement en animation, là j'allais pouvoir enfin exprimer ce truc, donc il n'y avait pas forcément un travail d'adaptation très lourd, puisque là pour le coup c'est un exemple de comment quelque chose dans la bande dessinée qui était dédié à l'animation s'est retrouvé presque automatiquement adapté tel qu'il était, enfin en tout cas très très proche. Donc je peux vous montrer l'extrait rapidement. Donc voilà, c'est au début, et il y a du son, hein, donc je ne sais pas si on va l'entendre. Bonne nuit, mes petits anges. Merci de jeter tes ordures ailleurs. Le loup, faut se cacher. Vite, vite. Par ici. Voilà, donc là c'était juste un extrait en animation pour vous montrer aussi à quel point on a insisté sur le gag visuel par rapport à la bande dessinée. Parce que la bande dessinée, elle est très 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 bavarde. Ils n'arrêtent pas de parler, en fait, c'est presque que du dialogue continu pendant toute la bande dessinée. Et que dans le film d'animation, il a vraiment fallu mettre en avant tout ce qui allait être gag visuel. Donc j'ai vraiment replongé dans tout ce qui était Buster Keaton, Charlie Chaplin pour retrouver cette espèce de s'amuser avec le corps, avec la chorégraphie des personnages et faire des petites blagues dans cette logique-là. Au-delà de ces questions d'adaptation entre justement le texte et la bande dessinée, il y avait aussi comment les personnages allaient évoluer par rapport à la bande dessinée. Ça, je vous montre un autre extrait dans la bande dessinée où donc on est un peu tard dans l'histoire et le renard joue avec les poussins. Et les poussins se prennent pour des renards et le renard, ça le fait rire, donc ils jouent ensemble au renard qui poursuit les poussins. Et donc on a un petit instant de vie comme ça où ils vivent ensemble. Et juste ce que vous pouvez remarquer là sur ces extraits-là, c'est que les poussins, c'est vraiment une entité à part entière. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune personnalité, c'est 3 fois les mêmes poussins. C'est-à-dire que c'est les poussins, c'est sans qu'on aille plus loin. Et du coup, ça, c'était une question qui allait être vite problématique dans le film d'animation parce que j'allais forcément devoir leur donner des voix et commencer à leur donner une personnalité à chacun. Alors, j'aurais pu faire en sorte qu'ils aient chacun la même voix, mais c'était pas ce qui m'intéressait le plus parce que j'avais un peu plus envie de mettre l'accent sur les poussins justement dans le dessin animé que dans la bande dessinée où finalement, ils sont presque un prétexte. On s'occupe pas tant que ça d'eux dans l'album et je voulais mettre vraiment ça en avant dans l'adaptation, mais aussi le rapport qu'il y a au loup. C'est-à-dire que dans la bande dessinée, le loup, c'est vraiment pas un mec méchant. C'est-à-dire qu'il a envie de manger de la viande parce que c'est ce qu'il doit faire, quoi. Enfin, et fatalement, il doit manger les poussins, mais il a pas un fond méchant. Et dans le film, j'ai un petit peu plus poussé le caractère du loup classique, à savoir que c'est un grand méchant loup qui est
plus manipulateur que dans la bande dessinée, où la bande dessinée, c'est plus un bon pote qui a envie de manger de la viande et qui donne des conseils de bonne foi. Donc je vais vous montrer un autre extrait. Donc vous allez voir comment les poussins, comment la voix a justement apporté énormément dans la manière de créer les personnages, et que ça a été vraiment une réflexion autour de ça, surtout au niveau des poussins. On a choisi de prendre des enfants pour faire la voix des poussins, et ça a vraiment changé le rapport qu'on a avec eux aussi, parce que le simple fait d'avoir des enfants, on a une tendresse pour eux qui est beaucoup plus forte. Je vais vous montrer l'extrait, ce sera peut-être plus simple d'en parler après. C'est moi le plus grand, monsieur Renard. Non, c'est moi le plus grand. Non, c'est moi le plus grand. C'est moi. Ah, moi, je suis pas la plus grande, mais je suis la plus méchante. Mais arrête. Les enfants, à table. Encore du navet. Mais les renards, ça mange pas des navets, ça mange des poussins. Eh ben, vous mangerez du poussin quand les poules auront des dents. C'est bientôt. C'est plus tard. C'est maintenant qu'on veut des poussins. Et voilà, un gros poussin bien dodu. Ça se voit trop que c'est pas un poussin. Il te ressemble. C'est pas vrai. Tu ressembles à un poussin pourri. Non, c'est toi qui ressemble à un poussin pourri. Écoutez, aucun de vous deux ressemble à un renard. Le seul qui ressemble à un renard ici, c'est moi. Et d'ailleurs, quand je serai grande, je serai belle comme maman. J'aurai une belle fourrure et des crocs tout pointus. Alors là, tu risques pas, parce que quand tu seras grande, tu seras dans mon... Je serai quoi? Bon, allez faire un petit tour dehors, les enfants. Ouais. Va attendre là, gros boudin pourri. Qu'est-ce qui se passe encore? Hors de notre chemin, ou sinon on te casse la tronche. Laissez Monsieur Loup tranquille, les enfants. Les loups, c'est que des gros sacs à caca. Allez, jouez ailleurs. Bon, ça va, toi? Gros sac à caca. Ah non, mais il le pense pas, hein, rassure-toi. Qui a peur du sac à caca? C'est pas nous. C'est pas nous. Mon ami, je crois qu'il est grand temps de déguster ces petites volailles insolentes. C'est pas nous. Quoi, maintenant? Mais t'avais dit qu'on les mangerait quand ils seraient gros et gras. Ils sont bien assez gros et gras. Mais on peut pas les manger. Et pourquoi pas? Parce que... Parce que quoi? Parce qu'ils sont malades, voilà. Malades? Mais ils m'ont l'air en très bonne forme. Mais on n'est pas malade, maman. Oh si, je suis malade. Ah, tu vois? Allez, repasse demain. Ils seront guéris. Les enfants, venez dans le panier, on s'en va. Vous partez? Je croyais qu'ils étaient malades. Justement, je me disais qu'on allait prendre un peu l'air. Eh bien, je vais venir avec vous. Bon, bah c'était sympa cette petite balade, à demain. Voilà, donc c'était un autre extrait. Et voyez à quel point la voix, en fait, apporte... Enfin, moi, je trouve, personnellement, mais que la voix des poussins apportait beaucoup de tendresse par rapport au personnage. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi vachement sur le tard, parce que j'avais beaucoup insisté auprès de Didier sur le fait que là, je voulais vraiment des enfants pour faire les poussins, pour avoir cette espèce d'innocence assez tendre, et aussi pour accentuer le danger par rapport au loup. C'est-à-dire que si c'est une adulte qui fait une voix, elle va... Moi, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas cette espèce de finesse et de tendresse, de fragilité qu'un enfant peut apporter par rapport à la voix. C'est-à-dire qu'imagine projeter l'action du loup qui va manger les poussins, ça va être différent. Et quelque chose qui n'est pas non plus à négliger, c'était le rapport que moi j'avais au moment de l'enregistrement avec les enfants, où j'avais absolument aucun contrôle. Et par exemple, là, on voit la notion de sac à caca, qui est quelque chose qui est venu en improvisation sur le moment du tournage, où on cherchait une insulte assez vexante. Et j'essayais de trouver le truc, puis je leur ai dit et sac à caca, qu'est-ce que vous en dites? Et puis ils étaient ah ouais, super, sac à caca. Et le problème, c'est qu'ils le répétaient tout le temps après. Et moi, je leur disais non, mais attendez, parce qu'avec vos parents, ça va pas le faire, là, essayez d'oublier le truc. Et voyant qu'ils étaient gênés, ils en rajoutaient encore plus, que je leur disais arrêtez, ils arrêtaient pas de le dire tout le temps. Et du coup, j'étais dans cette situation un peu du renard qui n'arrivait plus à contrôler les poussins, et c'était une énergie qui sur le tournage était vachement intéressante en fait, parce que en disant sac à caca, il voyait bien que ça me mettait mal à l'aise, et du coup il le disait avec encore plus de ferveur et d'enthousiasme. Donc tout ça pour dire que ça a aussi vachement participé à la création des voix, a été vraiment un élément marquant dans la manière d'adapter l'album. On parle toujours de cette anecdote de comment, enfin,
comment on adapte les voix, sachant quand on lit une BD, on a tous une voix en tête et qui va être différente. À chaque fois, on va se dire non, mais c'était pas la bonne voix là. L'anecdote dont je voulais parler, c'était celle d'Hergé qui avait tourné un Tintin en film et qu'un gamin sur le plateau, qui était présent sur le plateau, Hergé était allé le voir en lui demandant alors qu'est-ce que tu penses du Capitaine Haddock, enfin de tout ça, cette adaptation, est-ce que tu penses que c'est comme la BD? Et le gamin avait répondu le Capitaine Haddock, il n'a pas la même voix que dans la BD. Et parce qu'effectivement, on a tous une voix en tête et qu'on ne se rend pas compte en fait que c'est quelque chose d'inconscient. Donc c'était un vrai défi de trouver quelle voix allait bien correspondre au personnage. Je vais vous montrer un dernier petit extrait où là... Donc c'est une petite scène de vie, c'est quelque chose qui parsème la bande dessinée, c'est des petites scènes de vie justement un peu quotidiennes qui sont vachement inspirées de choses que j'ai vécues. Là c'est le renard donc, qui va coucher les poussins dans un chaudron. Le lit des poussins, c'est un chaudron, en fait, c'est pour qu'ils s'habituent à plus tard. Et évidemment, quand ils dorment, en fait, ils hurlent comme des bébés. Et en fait, le renard constate à un moment qu'ils arrêtent de hurler. Et ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Ils hurlent, ils ont arrêté de hurler, donc ils sont peut-être, c'est bizarre qu'ils arrêtent de hurler. Et le loup dit, ils sont endormis, mais non, ça se trouve, ils sont pas endormis, ils sont en train d'étouffer dans le chaudron, et ainsi de suite. Enfin, toute une relation comme ça, un peu où on ne sait pas trop ce qui se passe. Et ça, c'était vraiment inspiré de. Enfin, c'est parce que pendant que je faisais la bande dessinée, on a eu des perruches avec ma copine et en fait des perruches quand moi je connaissais pas du tout, donc c'était assez déstabilisant parce que ça gueule tout le temps, enfin c'est assez étrange. Et puis la première nuit donc ils avaient une belle cage et tout, et puis on doit les recouvrir d'un drap sinon ils continuent à piailler tout le temps. Et donc on a mis le drap et on allait se coucher. Et en fait ma copine n'arrêtait pas de se demander, mais ça se trouve ils vont étouffer dessous, t'es sûr qu'il y a de l'air et tout. Et je disais ouais non t'en fais pas, ça va aller. Et en fait elle voulait absolument voir parce qu'elle piaillait plus, donc elle se disait c'est pas normal, elles sont étouffées. Donc elle allait voir régulièrement, elle s'était relevée au milieu de la nuit pour aller voir ce qui se passait. Elle m'avait dit non mais là je suis allée voir et puis ils bougent plus. Puis je dis non mais c'est normal, regarde ils dorment, on regardait en dessous comme ça. Je disais mais oui mais tu vois bien qu'ils bougent plus. Et elle commençait à secouer la cage pour voir s'ils étaient encore en vie. Et puis je dis non mais s'ils étaient morts, ils seraient pas debout comme ça, ils seraient par terre. Enfin c'est des petites anecdotes comme ça que je voulais réinsérer dans qui en tout cas moi par rapport à la parenté, c'est pas mes enfants ces perruches, mais je veux dire, il y a quand même une sorte de forme de responsabilité qui s'était mise en place où vraiment on doit, et que j'ai essayé de retranscrire dans la bande dessinée. Et alors j'étais content de cette scène, je la trouvais très intéressante. Le problème c'est qu'en fait dans l'adaptation, elle y a été pendant très longtemps dans le storyboard, mais petit à petit, je me suis rendu compte qu'il fallait la retirer parce que et vraiment un regret parce que je trouvais que c'était très marrant. Puis en termes d'acting, on aurait pu faire un truc extraordinaire, mais ça prenait beaucoup de temps en fait. Et c'est-à-dire ce qui va prendre très très peu de temps dans la bande dessinée, ce qui va être simplement quelques pages à tourner qui vont nous faire rire, vont sembler comme un truc super efficace. Ça peut être surprenant de ne plus le voir dans l'adaptation, mais dans l'adaptation, ça va prendre une part énorme dans l'histoire qui va faire que ça va tout déséquilibrer. Et donc, après, par la suite de l'histoire, on voit les poussins. C'est par la suite de cette scène que le renard... en fait, il se remet, comme il les a réveillés, ce qui était arrivé en vrai, c'est-à-dire qu'on les avait réveillés, du coup, elles se sont remises à piailler pendant toute la nuit, et là, elles ne s'arrêtaient plus de piailler, malgré le fait qu'on avait mis un drap. Donc là, c'est pareil ce qui se passe, c'est-à-dire que le poussin se remet à piailler, et le renard essaie de les rendormir. Et le seul moyen qu'il a pour arrêter de les faire crier, c'est de leur parler de l'histoire du grand méchant renard. Donc il essaie de leur faire peur, et c'est le seul truc qui fait peur aux poussins. Et donc il est content, il a réussi à faire peur aux poussins, donc il va se coucher en disant « je suis la personne la plus terrifiante du monde ». Et la case d'après, en fait, il y a les poussins qui le rejoignent en disant « on a peur du grand méchant renard », sans avoir compris que le grand méchant renard, c'était censé être lui, et du coup il se réfugie auprès d'eux. Et je trouvais que dans la bande dessinée, il y avait une efficacité dans le fait que la dernière case juste avant que les poussins le rejoignent, ils disent voilà, je suis la créature la plus terrifiante qui puisse exister. Et la case d'après, bam, on a une sorte d'ellipse qui fait que les poussins l'ont rejoint et on comprend qu'il est complètement blasé de cette situation, qu'en fait c'est pas du tout ce qu'il espérait. Et en animation, ça a été un gros problème parce que je voulais retrouver cette efficacité de l'ellipse comme ça qui marchait. Et évidemment, en animation, je peux pas faire ça. Ou alors je fais un cut. C'était très compliqué. Donc j'ai vraiment tourné autour du pot. Je vais vous montrer un petit peu la séquence, à quoi elle ressemble. Telle qu'elle a été adaptée en animation. Hop. Bon allez, on dort maintenant. Une histoire, une histoire, une histoire. Et vous voulez pas que je vous borde aussi? Oh!
Ça va, on se calme. Bon, alors, il était une fois 3 petits poussins qui ne voulaient pas aller dormir. Pourtant, leur maman leur disait « Si vous faites du bruit, le grand méchant renard va venir vous manger. » Mais les petits poussins s'en fichaient et continuaient à faire du bruit. Alors, le grand méchant renard les a entendus. Il a avalé le premier, il a gobé le second et dévoré le troisième. Et depuis, on n'a plus jamais revu les 3 petits poussins. Pas capable de leur faire peur. Ha! Vous faites quoi là? On a peur du grand méchant renard. Et alors, retournez dormir dans votre panier. Non, on veut dormir avec maman. Je suis pas votre maman. Doudou, maman. Oh. Et donc voilà la scène. Et donc vous pouvez voir qu'il y a eu plusieurs choix qui ont été faits dans l'adaptation. Déjà, donc la scène est beaucoup plus courte, c'est-à-dire qu'on n'a pas le dodo, le rituel machin où il se réveille et ainsi de suite. On part direct dans le vif du sujet, à savoir avec l'histoire. Et puis, détail aussi idiot, c'est, vous voyez, la manière dont il hurlait dans la bande dessinée, c'était ultra violent. Et il y avait c'est récurrent dans la bande dessinée que dès qu'il pleure, en fait, ça fait un effet de vent sur le renard. Et ça, forcément, il fallait en faire le deuil par rapport à la voix des poussins, qu'ils hurlaient comme des enfants. Donc, on n'était pas vraiment c'était pas strident comme ça pouvait l'être dans la bande dessinée. Et tout ça, voilà, c'est des petits éléments comme ça qu'il faut prendre en compte pour essayer de rééquilibrer un peu les choses et en fait refaire la scène. Donc la scène, vous pouvez voir que c'est exactement la même, mais en même temps pas du tout. Enfin, c'est-à-dire que tout est reconstruit complètement différemment et rééquilibré d'une manière très différente, parce que l'humour n'est pas du tout on perçoit pas du tout l'humour de la même manière en bande dessinée qu'en animation, j'ai l'impression. Enfin, ça joue pas sur les mêmes choses. Et notamment, du coup, sur je vous parlais de la chute là, avec l'ellipse qui se fait, où là, finalement, la blague n'est pas vraiment là. Ça fait pas forcément très rire quand les poussins rejoignent le renard, mais c'est plus dans une situation qui est amusante et qui est un petit peu accentuée aussi sur le fait qu'on va ensuite sortir du terrier et entendre le renard qui se plaint et qui crée une sorte d'effet un petit peu désespérant pour le renard d'être enfermé avec ses poussins qu'il aime plus que tout au monde. Donc voilà, tout le film s'est vraiment construit comme ça, petit à petit. Alors, on avait la bande dessinée, mais il fallait tout le temps rééquilibrer les choses. C'est pas forcément facile à faire, d'autant plus quand c'est sa propre BD où on a construit déjà les scènes une fois et on se dit il faut tout déconstruire en fait. Au début, moi, j'étais persuadé quand j'avais dit oui à Didier que ça allait être un projet YOLO, c'est parti, ça va être super simple, en 2 mois ça va être torché et c'est bon, je vais prendre la BD, je vais en faire un storyboard. Et en fait, très vite, j'ai désespéré en voyant que je m'étais piégé moi-même à faire une production qui allait être super longue et qu'il fallait tout revoir, en fait, que c'était pas du tout aussi simple. Et c'est quelque chose qui s'est retrouvé même sur les 2 autres adaptations, qu'en fait, une bande dessinée a sa propre a vraiment un mécanisme narratif très particulier qui va être différent dans l'animation, donc il faut vraiment revoir les choses. On ne peut pas prendre des cases de BD et les mettre les unes derrière les autres en se disant ça y est, ça marche, quoi. C'est-à-dire que ça va être une vraie adaptation, presque comme si on adaptait un livre finalement. Tout le rythme, tout ça va être tellement différent qu'il faut revoir les choses différemment. Donc je suis arrivé un peu au bout de tout ce que j'avais à dire. Je peux rajouter juste une chose par rapport justement aux adaptations. On en parlait tout à l'heure, des adaptations de bandes dessinées ou d'ouvrages, mais c'est généralement des bandes dessinées vers l'écran. Et en effet, tu dis 2 choses que tout le monde connaît. Évidemment, quand tu lis un livre, d'abord chacun lit à son rythme, hein, et puis tu peux revenir sur une case, ça t'a plu, tu reviens 3 pages avant, etc. Évidemment, une série, c'est tout à fait différent. T'es pris dans le mouvement et tu suis ou tu suis pas. Si tu suis pas, t'es sur le bord de la route, t'es terminé, on n'en parle plus. Et la deuxième chose, effectivement, par rapport à l'adaptation, et je trouve ça majeur ce que tu viens de dire, c'est que, et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à celui qui porte l'adaptation. Évidemment, c'était compliqué pour toi, mais en même temps, tu connaissais l'univers. Donc, il fallait, certes, tu as cru que c'était vraiment une journée de campagne et que tu allais faire ça en 2 jours. Ça ne s'est pas révélé exact. Mais imaginons pour quelqu'un qui s'empare d'un univers d'un dessinateur ou d'un illustrateur ou d'un conteur d'une bande dessinée, c'est 2 fois plus complexe. Il faut qu'il arrive à s'immerger dedans. Et là, on reparle dans des problèmes de production. Aujourd'hui, on ne laisse plus le temps. Le producteur n'a plus le temps financièrement, ni un diffuseur, ni qui que ce soit, ne se laisse le temps pour adapter réellement
un univers. Il faudrait pour cela que des RG, etc. ne sont plus là, donc c'est compliqué pour eux de donner exactement tout ce qu'ils ont dans la tête, mais même les auteurs actuels n'ont pas forcément l'envie ni le temps d'accompagner le réalisateur ou l'adaptateur du projet à l'écran. Et c'est la vraie complexité, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui on voit certaines bandes dessinées adaptées pour la télévision et qui sont proprement ratées. Parce qu'on ne retrouve rien, et donc du coup, alors qu'on s'est dit on va surfer sur un truc là, génial, tout le monde lit la BD, génial, donc ça va cartonner à l'antenne, non, ça cartonne pas parce qu'on ne retrouve quasiment plus rien de ce qui était initialement dans les bandes dessinées. Il y a un vrai souci d'adaptation. C'est très bien l'adaptation, mais il faut juste qu'elle soit bien faite. Absolument. Benjamin pourra éventuellement vous dire quelques mots des deux autres films qui sont davantage en chantier, puisque celui-ci il a été livré, donc il est véritablement terminé. Mais peut-être que c'est le moment, pour pas expédier ça trop vite à la fin, de me retourner vers vous si vous avez peut-être des questions, parce que Benjamin a dit beaucoup de choses. Il y a peut-être des choses qui vous ont interpellé ou sur lesquelles vous voulez réagir. Oui, Alexis. Je crois qu'il faut attendre le micro. Merci. Merci. Oui, c'était juste pour savoir, parce qu'on en a beaucoup parlé au niveau du timing, justement, ce passage. Et Benjamin, c'est au niveau du storyboard, de l'animatique, c'est à quel moment donné où toi tu dis non, là ça ne fonctionne pas de la même manière. Ça ne doit pas être forcément facile, quand en plus, comme tu dis, tu as déjà travaillé sur le timing de la BD. Ça se passe à quel moment Tu veux dire que je prends conscience de ce problème ou... Oui, par exemple de dire, tiens, cette scène-là, elle ne peut pas fonctionner. J'en avais un tout petit peu conscience avant, parce que j'avais vraiment attendu au tournant l'adaptation de Persépolis. J'avais adoré la bande dessinée, j'attendais vraiment une scène en particulier. C'est la scène où Marjane prend l'avion et qu'elle se retourne. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette scène un petit peu. Elle se retourne et elle voit que sa mère s'évanouit, un truc comme ça. Et j'avais trouvé que dans la bande dessinée, c'était très très fort, ça marchait très très bien. Et que dans l'animation, alors il y avait la force de ce qui se passe qui était très fort, mais il y avait, parce que dans la bande dessinée, en fait, on voit Marjane qui s'en va comme ça, on tourne la page, je crois, et attends. Oui, c'est ça. On tourne la page et on voit la mer qui s'est effondrée d'un coup. C'est-à-dire que c'est vraiment en tournant la page qu'il y a quelque chose de très fort qui se passait. Et je m'étais dit, waouh, mais comment ils vont faire ça en animation dans le film? Et en voyant le film, bon, alors la scène était forte de ce qu'elle racontait, mais il n'y avait pas eu ce choc que moi j'avais eu Et après, en même temps, déjà là, je m'étais dit, mais en fait, c'est vrai que. J'avais un peu reproché, entre guillemets, parce que le film est extraordinaire, j'avais un peu reproché au film d'avoir un peu échoué ce truc en me disant c'est un scandale, ils auraient dû faire plus d'efforts et tout, sans avoir aucune solution de comment on aurait pu faire. Je ne savais pas du tout, mais en tout cas, je partais sur ce principe. Et en fait, j'ai réalisé après et elle le disait elle-même, en fait, que c'est une vraie... faut tout refaire, tout refaire. Et donc là, en l'occurrence, je me disais, parce que en faisant la bande dessinée, je faisais un storyboard comme j'avais fait le storyboard d'Ernest et Célestine. Donc je me disais, ça va marcher comme ça va être super, quoi. Ça va être très très efficace. Et puis en fait, petit à petit, j'ai pris conscience en faisant le storyboard, donc que ça venait. Mais je peux pas vraiment te dire, il y avait un moment, c'est-à-dire c'était des trucs très particuliers. C'est souvent le premier visionnage où on se dit, mais en fait, ça marche pas, quoi. Dans la création, on est déjà conscient de certaines choses, donc on se dit, bon, ça, je vais pas le mettre en scène, ça, je vais le changer, et ainsi de suite, pour que ça marche. Mais là, dans la création elle-même, ouais, c'était vraiment plus en parlant aux gens que je voyais que ça marchait pas, qu'une blague ne fonctionnait pas. Et j'essayais de la tourner, j'essayais de la remettre comme ça, non, ça marche toujours pas. Et un des trucs aussi qui m'a vachement frustré, c'était c'est qu'il y avait plein de petites phrases que je trouvais drôles, moi que j'aimais bien que sortent les personnages de temps en temps, juste des petites anecdotes qui sortent comme ça. Et encore une fois, en bande dessinée, c'est rien, ça va être une case avec une phrase. Et du coup, le rythme, on va le lire, on va passer dessus et ça va filer. Et le problème, c'est qu'en animation, si le fait de prononcer quelque chose, on prend presque un pourcentage beaucoup plus important du film qui va donner vachement d'importance à quelque chose et qui, du coup, va complètement déséquilibrer le reste. C'est-à-dire que si on veut faire une blague qui est anodine, c'est presque pas possible par rapport à la bande dessinée. Et depuis que j'ai fait ce projet, j'ai toujours tendance à dire que la bande dessinée est beaucoup plus tolérante, entre guillemets, que l'animation. C'est-à-dire que pour l'humour, en tout cas, on va
pas facilement, parce qu'il n'y a rien de péjoratif il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre ou quoi que ce soit, mais simplement que on va être beaucoup plus libre de s'amuser en bande dessinée qu'en animation, où j'ai l'impression que si on ne veut pas déséquilibrer le film, on a besoin d'être beaucoup plus vigilant à ces espèces de problèmes d'équilibre, de temps, de machin, de trucs qui sont très difficiles à gérer, quoi. Et qui en plus se gèrent que quand tu le regardes. Enfin, tu peux pas le voir. Une BD, c'est vraiment, tu le fais, tu vois si ça marche, quoi, immédiatement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tant de choses à faire. Tandis que l'animation, il faut aussi un peu se projeter sur ce que ça va donner avec l'animation. Il y a certains trucs où je me disais, mais au storyboard, on avait l'impression que ça fonctionnait. Et il y a d'autres trucs où je me disais, bon, on fait un pari là, parce qu'au storyboard, manifestement, personne ne rit. Donc, est-ce que ça va passer dans le film final, quoi. Donc, c'est aussi ces questions-là qui entrent en jeu. Puis tu évoquais les moments où le personnage se parle seul, où à un moment donné, dans cette étape, t'es passé par cette étape et t'as vu que c'était compliqué. Mais ça, en fait, j'étais effectivement en bande dessinée, truc tout bête, mais les personnages n'arrêtent pas de se parler à eux-mêmes. Enfin, c'est-à-dire que, Tintin, par exemple, on dirait qu'il est complètement taré si on le mettait dans la vraie vie, parce qu'il n'arrête pas de parler à son chien, qui lui répond d'ailleurs, mais mais il y a quelque chose de pas logique là-dedans. Et c'est vrai qu'en animation, si on veut pas que Tintin passe pour un fou, on est obligé de trouver une astuce, soit de mise en scène, donc de faire un truc pour qu'on entende la voix off de Milou, mais même ça ferait bizarre, en fait. Ça changerait complètement le propos. Donc, et le renard, au début, mais sans que j'en sois conscient, parce que, j'en étais conscient qu'il fallait pas que je fasse trop parler le renard à voix haute. Et pourtant, je le faisais sans m'en rendre compte, en fait. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois où le renard disait là, j'en ai ras-le-bol de ces poussins, des trucs comme ça, alors qu'en soi, jamais dans la vie, on est là tout seul à se dire mais j'en ai marre de mes gosses ou des trucs comme ça. Enfin, peut-être que si, mais... Arrivé à un certain point. Mais de le dire à haute voix, en tout cas, on le pense, mais on le dit pas à haute voix, quoi. Donc c'était une des grosses problématiques de l'album. Ouais. Juste par rapport à ce qui a été dit aussi, par rapport à l'adaptation, j'ai pas bien compris, parce que toi, tu as adapté donc Ernest et Célestine, donc tu as pris quelqu'un d'autre et tu en as fait vous êtes plusieurs, une très très belle adaptation, et je me dis qu'en effet, pourquoi on ne peut pas... je pense que ça doit être très complexe pour un auteur d'adapter son propre travail, peut-être plus complexe que d'adapter finalement le travail de quelqu'un d'autre, d'un autre auteur, dans ce qui était dit. Je ne sais pas s'il y a des réactions, mais je ne sais pas si Jean, par rapport à un travail, mais finalement que d'adapter aussi un autre travail d'un autre auteur peut être... Je dirais que ça dépend des auteurs. Quand les auteurs sont cool, c'est très facile de les adapter. Donc moi, ça a été très facile de m'adapter. Et c'est très facile aussi d'adapter le travail de Benjamin, je pense. Non, mais si on n'est pas accroché à ce qu'on a écrit et si l'auteur n'est pas accroché à ce qu'il a écrit, donc on peut envisager différentes solutions qui permettent au final de retrouver la musique initiale de la bande dessinée. Dans l'humour, c'est très compliqué parce qu'on ne rigole absolument pas des mêmes choses en lisant de ce qu'on peut voir à l'écran. Ce qui est amusant aussi avec Benjamin, c'est qu'il utilise dans sa bande dessinée des codes cartoon, puisqu'il y a les petits poussins qui crient et il y a un effet de vent sur le renard, alors que tu l'utilises pas finalement dans la bande dessinée. Donc il y a tout un tas de codes, c'est pas les mêmes choses qui font rire. Dans la bande dessinée, on s'imagine des voix, on s'imagine des choses qui n'existent pas et ça peut nous faire beaucoup rire. Si on le transpose tel quel à l'écran, ça fait pas rire du tout. Riyad Satouf a été confronté à ça quand il y a eu une adaptation de La vie secrète des jeunes. C'était très drôle, c'est vraiment hilarant en bande dessinée. Et bon, quand des comédiens jouaient exactement ce qui était écrit, il se passait rien. Oui, ils avaient adapté en live, c'est ça. Oui. Et je me rappelle, il y avait une des blagues qu'ils avaient fait où c'était un strip où il y a des jeunes qui voient un SDF par terre et qui veulent taper dedans ou un truc comme ça. Et puis en fait, je sais plus, je crois qu'il y a une brique en dessous. Un truc dans le genre. Et je sais qu'en live, tout à coup, c'était glauquissime. Oui, il se passait rien. Et puis, d'ailleurs, ça n'a pas... Mais même le regard porté était d'un coup très différent, en fait. Ça mettait en valeur un truc pas très cool, quoi. Juste comme vient de le dire Jean, et que tu le soulignes également, effectivement, la consommation n'est pas la même. Encore une fois, quand tu lis une bande dessinée, d'abord tu mets tout ton univers à toi, ton imaginaire, et tu as le temps de le développer en même temps que tu lis les cases, les unes derrière les autres, les bulles, etc., qu'un personnage te fait plus rire qu'un autre.
L'adaptation, c'est très différent. Encore une fois, le rythme t'est imposé. C'est pas toi qui impose le rythme à ta lecture. Le rythme de l'animation qui se poursuit, il t'est imposé. Tu peux pas mettre sans arrêt sur pause parce que tu regardes avec d'autres personnes possiblement. Donc on t'impose un rythme et un humour qui est en effet sur lequel tu as envie de t'arrêter par moment ou sur d'autres que tu saisis pas, tu as juste envie de le passer. Donc c'est vraiment la problématique de l'adaptation et de l'animation en général et en tous les cas de tous les supports cinématographiques. Encore une fois, dans un livre, même quand on lit une œuvre littéraire, oui, on peut s'arrêter parce qu'on est ému ou parce qu'on se marre. Quand on t'impose un rythme de film, c'est juste, tu suis, tu marches ou tu crèves. Oui, ce qui fait souvent rire dans une bande dessinée, ce sont les dialogues, alors que dans l'animation, ce qui fait rire, c'est les situations. C'est l'acting, ouais. On avait une question de Georges, je crois. Oui, c'était juste, si vous pouvez nous dire quelques mots, comment s'est passé la direction des acteurs, des jeunes comédiens, des enfants. Est-ce qu'ils ont joué simultanément avec les renards qui étaient un adulte? Est-ce que vous les avez traités avec une technique de jeu? Oui. Comment s'est passé en effet? Alors pour les enfants, ça a été les premiers qu'on a enregistrés. Et en fait, il y en avait 2, c'était des enfants d'acteurs de doublage. Du coup, ils avaient déjà vu leur maman et leur papa faire ça, donc ils étaient super contents de faire comme leurs parents. Et c'était absolument incontrôlable et très difficile à gérer, mais ils ont enregistré tous les 3 ensemble, toutes leurs répliques. Donc on leur répondait. Enfin, moi, je faisais le renard, où c'était Céline Ronté qui était la directrice de plateau et directrice de casting qui s'occupait de leur répondre. On se faisait ça à tour de rôle parce que c'était vraiment épuisant. D'autant plus, il y en avait un qui pouvait pas s'arrêter de bouger, quoi. Il avait vraiment un truc de mouvement constant. Et en fait, on lui disait statue pour qu'il s'arrête comme ça. Et en fait, voilà, il y avait une espèce de jeu constant pendant tout le truc. Malgré tout, qui s'étalait sur 4 heures, donc il y avait des moments aussi un peu de fatigue ou un peu désespérant où on sent qu'on a perdu l'attention de tout le monde et puis on passe d'une scène où ils étaient en train de hurler tout ça, puis on joue un truc, il y a un gamin qui doit jouer puis on doit faire venir l'autre, c'est la même énergie mais le gamin il s'est à moitié endormi donc il répond oui alors le grand méchant renard et puis il retourne vite sur le canapé. Enfin voilà, il y a tous ces trucs là qui sont à gérer, il faut tout le temps donner cette sensation de jeu et regardez on s'amuse et tout ça, donc c'était dur mais en même temps je dois avouer que c'était vraiment j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur ces gamins qui étaient adorables et très très dynamiques. Mais je me rends compte aussi à quel point ça a été un miracle de tomber sur eux. Qu'il y a eu quelque chose de miraculeux dans cette espèce de joie de vivre qu'ils avaient. Il y en a un qui était très timide et c'était marrant parce que du coup ça m'a aussi poussé à ce qu'un des poussins soit beaucoup plus effacé que les autres, qui s'exprime à peine. Et je me souviens aussi, il y a des moments où on leur disait alors maintenant vous jouez à cache-cache, vous jouez à jouer au renard. Et il y en avait vraiment un, mais lui c'était celui qui arrêtait pas de bouger. Il jouait vraiment au renard, c'est-à-dire qu'il mordait les autres et c'était une espèce d'énergie qu'il fallait contenir. Mais en même temps, on a gardé ces rushs qui étaient super efficaces de gamins qui jouent ensemble. Et après, tous les autres personnages, en règle générale, si on pouvait les mettre ensemble, on les mettait ensemble. Le loup et le renard, ils étaient là en même temps. Le renard étant plus long, on lui a fait enregistrer plus de... Enfin, il est resté seul pour la fin. Mais c'était plus on a enregistré les uns derrière les autres en essayant de garder quand même un maximum, en faisant réécouter les trucs pour qu'ils puissent savoir à peu près le contexte de ce qui se passe. Mais bon, après, idéalement, c'est sûr que le rêve, ce serait d'avoir tous les acteurs qui viennent en même temps. Mais je sais pas, moi je me rends pas compte. Idéalement, j'aimerais bien qu'on soit dans une salle, qu'on ait des perches et des micro-cravates et puis qu'on fasse du théâtre pour enregistrer les voix, quoi. Enfin, qu'ils puissent vraiment se déplacer et qu'on puisse jouer une pièce de théâtre presque en direct. Mais c'est pas évident à mettre en scène. Il y a quelques films qui s'y mettent. Je crois qu'il y a Ma vie de courgette qui a lancé la mode et on est très reconnaissant envers lui pour qu'on puisse encourager tous les réalisateurs et les producteurs à enregistrer les voix comme ça, parce que là pour le coup non seulement il l'a fait mais en plus ça marche merveilleusement bien. Et il y a des courts-métrages aussi qui se mettent à faire ça. Je pense au court-métrage de Gabriel Harel où lui il a fait son court-métrage en filmant carrément les acteurs en live et en gardant, même si la qualité de son est pourrie. Il y a déjà un son dans la salle ou ça va aller? Non, ça va. Donc même si la qualité de son est pourrie, c'est pas grave, on garde quand même cette prise de son là, quoi.
Sachant que toi, tu as une idée très précise, parce que vous racontiez tout à l'heure que toi, tu fais des voix témoins qui vont servir, mais qui sont déjà quasiment des voix de comédiens. Enfin, c'est Jean qui disait ça, mais... Oui, non, il en fait un peu trop, mais c'est super gentil. Hein. Mais le problème, enfin, justement, ça, il y a un double effet, quoi, puisque le problème, c'est que comme on a envie de convaincre les gens sur l'animatique, on s'enregistre puis on met un maximum de jeux dessus. Le problème, c'est qu'après, moi, j'espérais trop de l'acteur qui fasse comme moi. Et c'est très déstabilisant. Enfin, et l'acteur fera jamais, à moins de le forcer, c'est très désagréable pour eux de leur dire tu joues comme ça. Je te fais la phrase, tu la répètes comme je te l'ai dit. Et du coup, c'est pour ça que souvent, moi, il y a une étape d'animatique où je fais ma voix pour voir le rythme. Et ensuite, je refais l'animatique avec les voix des acteurs pour affiner tous les jeux, pour être sûr que ça fonctionne bien. Donc, voilà. Oui, pardon. Oui. Je reviens sur l'adaptation. Au début, tu as dit que quand tu as écrit la BD, tu n'avais pas du tout envie de faire une adaptation. Tu n'avais pas pensé à faire ça. Qu'est-ce qui, mis à part la ténacité du producteur, t'a persuadé à le faire? Et au final, est-ce que maintenant que c'est fait, tu as vu une valeur ajoutée, sans dire que c'est mieux l'audiovisuel, mais est-ce qu'il y a une vraie différence? Qu'est-ce qu'a apporté le côté audiovisuel à l'œuvre de départ? Ouais. Bah, en tout cas, pour ce qui était de l'adapter, au-delà de la ténacité du producteur, en fait, il n'y avait que ça, quoi, je pense, qui avait joué. Non, enfin, j'avais envie de le faire quand même. Hein. C'était sur le long métrage que tu avais une réticence. Le long métrage, pour moi, c'était catégorique que non, ça allait pas le faire. J'avais pas envie de réécrire encore une histoire, parce que là, j'étais sûr qu'il fallait tout réécrire, et ça, j'avais pas du tout envie. Je venais à peine de la finir, la BD. Après, non, ce qui m'intéressait, c'est que j'avais toujours pensé à cet exercice, s'auto-adapter. Enfin, je me demandais comment ça se passe. Donc, au début, j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit, je vais m'ennuyer pendant cette production. Enfin, je vais refaire la même chose, je l'ai déjà fait, ça va être un peu ennuyeux. Et en fait, petit à petit, justement, quand j'ai pris conscience justement que je m'étais piégé, que finalement, c'était pas juste prendre la BD et de l'adapter, c'est là que j'ai compris qu'en fait, c'est super intéressant. Enfin, j'ai appris beaucoup de choses par rapport à la narration. Et puis, on est beaucoup plus dans de la comédie, donc moi, ça m'intéresse énormément, tout ce qui est chorégraphie, comédie, les trucs comme ça. Essayer de voir quand est-ce que ça marche. Et ça, c'est vraiment très présent dans le film. Donc voilà, il y a... Un des trucs dont je suis vraiment content, c'est vraiment que le film n'est pas vraiment... Enfin, je pense pas qu'il y ait de redite à voir le film et la BD. Après, j'ai pas d'objectivité, mais je n'ai pas l'impression que ce soit la même chose, en fait. C'est vraiment... si on voit les deux à la suite, ça doit être assez ennuyeux, mais il y a aussi une vraie truc en plus. Je parlais des poussins, je parlais des voix, les trucs comme ça. Enfin, ça peut paraître très anecdotique comme ça, mais en tout cas, dans la fabrication, j'avais pas la sensation de faire la même chose. On était vraiment dans autre chose, quoi. Je sais pas si j'ai répondu, c'était assez vague comme réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il est 55. On va peut-être s'arrêter là. Je ne sais pas ce qu'en pensent les organisateurs. Oui, parce que j'ai peur que si on redémarre sur les deux autres, ce soit un peu long. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Il me reste à vous remercier. Didier, tu veux dire quelque chose? Oui, non, simplement, comme vous avez pu comprendre à travers les propos de Benjamin, ce film se tisse. Je veux dire, il y a eu des allers-retours entre l'animatique, le travail des animateurs, le travail sur les voix. Il y a quand même, sur les voix, il y a des enregistrements, puis on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont insatisfaisantes et on refait des pick-up. Et je crois que c'est vraiment dans cette intégration à la fois du travail sur l'animatique, du travail sur l'animation qui se fait quasiment en parallèle, et l'attention qu'on peut porter au travail des comédiens pendant le tournage, que je crois on aboutit à un film maîtrisé, contrôlé par son réalisateur et par la production, même si quelquefois il peut effectivement apparaître que budgétairement revenir vers des pick-up, remettre en cause certaines scènes et les remettre à l'animatique, c'est un effort. Enfin, c'est même un peu en dehors du champ budgétaire par moment, mais je crois que c'est dans cette voie-là que effectivement on arrive à faire des films qui sont le plus
précis possible par rapport à ce que des auteurs et des réalisateurs ont en tête. Et nous, on n'a pas l'intention de renoncer à cette méthode et on a envie de la développer, y compris sur la série télé, c'est-à-dire d'avoir vraiment ce que je disais hier, le storyboard et l'animatique qui s'arrête finalement quand on a à la fin du film, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un storyboard qu'on arrête à un moment donné parce qu'on a terminé et on passe à la réalisation du film. La réalisation du film, elle commence à partir du moment où on fait la première case de storyboard et où on livre le film, et la dernière case de storyboard, elle peut s'arrêter à la fin du film. Voilà. Bien, et ben c'est sur ce... Pardon ? Alors, je crois que c'est début 2017 pour la diffusion Canal. Il va y avoir d'abord une première diffusion film, comme on l'a dit au préalable. Et puis après, sur Télétoon Plus, dès février-mars 2017, on aura la trilogie, oui. Alors après, qui sera diffusée, qu'on aura la demande, etc. Donc, vous pourrez en profiter. Et... Pardon, tu dis ? Comment ça, octobre ? Ah, ça, c'est la bonne nouvelle du producteur. Il me donne une information que je n'avais pas. Début 2017. Non. Le film. Comment ça ? Non, pas du film. Je te parle des 26 minutes. Je te parle des spéciaux. Bah, les 26 minutes, enfin, on en parlera plus tard. Écoutez, là, on va se battre. C'est bon. Merci à tous.